Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vladimir Poutine a annoncé hier que la Russie allait exiger des pays inamicaux, entre guillemets, ceux qu'il appelle inamicaux, qu'ils payent leurs approvisionnements de gaz en roubles. Ça y est, décision prise. Voilà, tout devra être payé en roubles. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les entreprises françaises en Russie ? Et il faut rappeler que la France est effectivement le plus important employeur et investisseur étranger en Russie. C'est 160 000 salariés. On va détailler tout ça avec Philippe Herrlin. La guerre, oui, la guerre est commencée. La guerre bat son plein, mais la guerre économique aussi. Et qu'est-ce qu'elle veut dire ? De quoi est-elle le nom ? Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Mais passons à ces choses qui se passent, notamment à ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec l'exigence de Poutine que l'on paye, que l'Union européenne paye ses achats de gaz russe en roubles? Et nous allons évidemment parler aussi de Renault, de Auchan, de Leroy Merlin et tout ça. Avec Philippe Herrlin, économiste au CNAM, au Centre national des arts et métiers. Bonjour Philippe Herrlin. Bonjour André. Alors Philippe, qu'est-ce qui se passe quand même? Alors c'est intéressant. Donc le gaz russe, on va payer ça en roubles et pas seulement le gaz russe pour tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire, l'économiste que vous êtes? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça va dire dans les semaines qui viennent? Eh bien, ça veut dire que la guerre est en train de se déplacer sur le terrain monétaire, sur le terrain de la monnaie. Il faut comprendre d'où vient la décision de Poutine. Oui. Ça vient lors les premières sanctions qui ont été prises lors du déclenchement de la guerre et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc le 24 février. Oui. La banque centrale de Russie détenait plus de 300 milliards de dollars en réserve de change. D'accord. Et aussi de l'euro. Mmh. Et cet argent-là a été bloqué. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Bloqué, attendez, il a été bloqué, c'est-à-dire ces réserves de la banque russe, enfin de la banque... La banque russe, la banque centrale russe. Voilà, a été bloquée par Poutine. Non, a été bloquée par les sanctions, c'est-à-dire c'est les États-Unis et l'Europe qui ont bloqué cet argent-là. Il y avait 300 millions de dollars, et euros en même temps. Voilà, c'est ça. Et aussi de l'euro, et ça a été bloqué. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire monétaire. Il faut bien comprendre, c'est que vous avez de l'argent, mais en fait, non. Quoi. Voilà, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Et donc, c'est quand même une remise en cause du droit de propriété. C'est des sanctions qui n'avaient jamais été prises. C'est une première dans l'histoire, Philippe Herrlin ? C'est une première. À ce niveau-là, c'est vraiment une première. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça veut dire et ça veut dire que la Banque centrale de Russie n'a pas pu défendre l'euro, parce que quand la guerre s'est déclenchée, le rouble s'est effondré, notamment parce qu'il y avait la guerre en elle-même, mais aussi parce qu'il y avait tout un panel de sanctions. Bien sûr. Et normalement, ce que fait une banque centrale qui est confrontée à une baisse de sa propre monnaie, c'est qu'elle va en racheter avec des dollars et des euros qu'elle a en change, qu'elle a en réserve. Exact. Et là, la Banque centrale de Russie n'a pas pu utiliser les dollars et les euros qu'elle avait pour acheter du rouble. Et donc, le rouble s'est littéralement effondré. Et donc, ça, c'est très embêtant parce que quand une monnaie s'effondre comme ça ça déstabilise l'économie et puis ça fait de l'inflation importée. C'est-à-dire que tout ce qu'on achète à l'extérieur devient beaucoup plus cher. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, la réponse qu'a trouvé Poutine et qui est assez efficace, enfin, sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il dit, mon gaz, si vous en voulez, vous le payez en roubles. Ouais. Et donc, ça va conduire à quoi? Ça veut dire que l'Allemagne et d'autres pays européens qui achètent du gaz à la Russie vont être obligés de trouver du rouble. Donc, ils vont en acheter. Ils vont, eux, utiliser leur propre euro ou leur dollar ou d'autres monnaies pour acheter du rouble. Ils doivent convertir leurs dollars ou leurs euros en roubles pour acheter. Voilà. Et donc, l'effet immédiat, c'est quoi? C'est que ça va faire monter le rouble. C'est-à-dire que la demande de rouble va augmenter. Et on voit depuis la décision de Poutine que le rouble a refait une grande partie de la chute qu'il avait fait. Il est remonté comme en flèche, quoi. Voilà. Alors, est-ce à dire que ça diminue
automatiquement, ou en tout cas par corrélation, en partie, les sanctions qui ont été prises depuis 3 semaines par les pays occidentaux? Oui, ça l'a diminué un peu parce que le rouble qui s'était effondré retrouve de la valeur. D'accord. Et si cette décision est mise en œuvre, parce que c'est une décision qui a été annoncée hier pour un délai d'1 semaine, donc c'est dans 1 semaine qu'on verra si effectivement cette décision est tenue, parce que les pays comme l'Allemagne disent mais c'est une rupture de contrat, parce que nous on a signé un contrat où on payait le gaz en dollars, Oui. donc là c'est une rupture de contrat, on va voir ce que ça donne. Il n'est pas encore sûr à 100% que cette décision sera mise en œuvre, mais en tout cas elle a été annoncée pour être mise en œuvre dans 1 semaine, donc on verra ce qui se passe à ce moment-là. Bien sûr. Mais a priori, de toute façon, si la Russie continue d'accepter d'être payée en dollars, ces dollars risquent de disparaître du jour au lendemain, d'être bloqués comme ceux de la Banque centrale russe. Donc, il y a peu de chances que Poutine accepte de continuer de voir son gaz payé en dollars et en euros. Ça me paraît tout à fait, logique, en tout cas dans sa logique à lui, il n'y a pas de raison qu'il renonce à ça, parce que c'est, comme vous dites, une arme, et quand on sait ce que l'Allemagne a besoin d'acheter de gaz russe, et les autres pays aussi, effectivement, c'est une arme. Je voudrais juste aller un tout petit peu plus loin, là-dessus, Philippe Herrlin. Quid de ce dont on a parlé beaucoup, alors c'est une rumeur pour le moment, en disant que l'Arabie Saoudite était prêt à payer son pétrole, à vendre son pétrole à la Chine en yuan, et quid de cette rumeur, plus qu'une rumeur qui circule en disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas à la portée, même si c'est pas fait demain, d'un basculement monétaire qui consisterait à créer une alliance, disons, rouble, yuan et peut-être la roupie, mais enfin en attendant, basée sur les talons or, et qui sortirait du dollar, qui reste le monopole effectivement depuis 1945 de toutes les transactions mondiales. Est-ce que c'est une hypothèse, à votre avis, réalisable, possible ou pas? Non, c'est quelque chose qui se met en place. Alors déjà, avant même la guerre en Ukraine, la Chine faisait en sorte, dans la zone Asie, dans les pays avec lesquels elle commerçait en Asie, de faire en sorte que le yuan soit la monnaie de transaction plutôt que le dollar. Bon. Et là, les choses s'accélèrent avec la guerre en Ukraine. Et effectivement, on sait que l'Arabie Saoudite est en train de discuter avec la Chine pour que le pétrole soit vendu en yuan et non plus en dollars, et que l'Inde pourrait acheter aussi du pétrole à la Russie, non plus en dollars, mais peut-être en roupies ou en yuan ou en rouble, voilà, en tout cas en sortant du dollar. Et donc ça, ce que ça montre, c'est qu'il y a une dédollarisation du monde, parce que jusqu'ici, toutes les matières premières sont payées en dollars. Et donc ça, c'est un avantage énorme pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont un déficit budgétaire très important, ils ont une dette élevée, ils ont une balance commerciale déficitaire. Ben, à la limite, ils s'en fichent un peu, parce que comme toutes les matières premières sont payées en dollars, le monde entier a besoin de dollars. Le monde entier achète des dollars. Bien sûr. Donc, même si la situation économique est déséquilibrée, tout le monde veut du dollar, donc ça soutient le dollar et ça permet aux États-Unis de continuer à avoir des déficits budgétaires énormes. Donc là, si le nombre de pays qui achètent du dollar diminue, si les achats de dollars diminuent dans le monde, au profit du yuan, du rouble et d'autres monnaies, ou de l'or aussi, qui peut être remis en circulation, eh bien, ça va diminuer le pouvoir du dollar. Et ça, c'est un effet auquel n'avaient pas forcément pensé les États-Unis. Et puis, ça risque d'avoir aussi un effet boule de neige, parce que la Chine détient, elle, 3 400 milliards de dollars. La Banque centrale chinoise détient 3 400 milliards de dollars. Et elle sait que c'est, par exemple, si elle envahit Taïwan, ces 3 400 milliards de dollars risquent de disparaître du jour au lendemain. Voilà. Et donc, la Chine va peut-être commencer à diminuer ce montant de réserves en dollars. Et d'une façon générale, tous les pays dans le monde vont savoir que s'ils déplaisent à l'oncle Sam, leurs réserves en dollars risquent d'être gelées du jour au lendemain. Et donc ça va aussi dissuader beaucoup de pays, je pense, par rapport à leurs réserves en dollars, et plutôt de les diminuer. Donc ça va diminuer. Donc on voit qu'on est en train de basculer dans une guerre monétaire, voilà. Oui, c'est-à-dire c'est un véritable basculement mondial, ça. Si ça continue dans cette tendance-là. Si ça continue, c'est un basculement, et ça va remettre en cause le pouvoir, la puissance des États-Unis. Et oui. Et de l'euro, parce que l'euro a suivi les États-unis dans ces sanctions, donc l'euro ne peut pas être une solution. C'est pas une monnaie de rechange, en tout cas, dans cette. Et juste, alors je voudrais arriver à la France, Philippe Herrlin, voir un peu, vous savez. Alors, vous écoutez donc Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a parlé évidemment en différentiel, comme on dit, en absentiel,
pour prononcer le jargon à l'Assemblée nationale hier. Et voici ce qu'il a demandé. Écoutez. Chaque semaine, un nouveau paquet de sanctions. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Voilà, Renault, il a carrément nommé Zelensky, Renault, Auchan, Leroy Merlin. Alors, on a vu que Renault disait que bon, ils étaient prêts à se retirer. Auchan aussi, Leroy Merlin non, Sanofi non plus. Mais qu'est-ce que, en fait, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, parce qu'on sait très très bien le poids des investissements des entreprises françaises, des grosses entreprises françaises en Russie. Ça se chiffre par milliards aussi, par millions. Qu'est-ce que ça peut en donner, là, avec cette espèce d'administration, applaudie d'ailleurs par l'ensemble des députés? Moi, je pense que ça pose un problème. Je comprends Zelensky, il est dans son rôle. Oui, mais il faudra peut-être que la France pense aussi à ses intérêts économiques, parce que je signale que l'Allemagne, elle ne coupe pas ses achats de gaz à la Russie parce qu'elle ne peut pas s'en passer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de banques russes n'ont pas été exclues de SWIFT. C'est-à-dire toutes les banques russes qui participent justement au financement de l'achat de gaz russe par l'Allemagne sont restées dans SWIFT. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle, défend ses intérêts, alors que la France, j'ai plutôt l'impression qu'elle est prête à les brader. Alors qu'il faut bien comprendre que si, par exemple, si Leroy Merlin, ou Auchan ou d'autres groupes décident de quitter la Russie, les magasins seront repris, et ils seront nationalisés sans compensation par la Russie, et on changera le nom, et ensuite ça viendra des magasins de bricolage russes, et Leroy Merlin aura tout perdu. C'est ce qui s'est passé avec les McDonald's. Les McDonald's, ils ont été repris par la Russie. Par les Russes, oui. Ils ont changé de nom. C'est devenu Oncle Vania, et maintenant ils continuent de vendre des hamburgers avec les produits locaux. Donc McDonald's a tout perdu. Voilà. Donc si on veut que ça arrive à la France, je ne pense pas que c'est une bonne idée, parce que Renault a quand même beaucoup d'usines. Il y a Total qui a investi 5 milliards dans des gisements. Si on demande à ces entreprises-là de partir, elles seront nationalisées. Les équipements, tous les investissements seront récupérés par la Russie. Oui, et la Russie nationalise sans aucune compensation. Il n'y aura aucune compensation. Absolument. Voilà, absolument. Ils considèrent que c'est un abandon. Et donc, ils mettent la main sur les magasins ou sur les équipements ou les usines pour 0 rouble. Voilà. Donc, je considère que la France devrait quand même penser à défendre ses intérêts, que la question se pose si la guerre dure. Je peux le comprendre dans 3 mois ou dans 6 mois, mais là, tout de suite, alors il y aura peut-être un accord de paix qui va être signé. Il y a des discussions qui ont lieu en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Bon, peut-être qu'un accord de paix va être trouvé, et il faut l'espérer que ces guerres s'arrêtent au plus vite. À ce moment-là, les entreprises françaises pourront reprendre leur activité, et ce sera bien. Plutôt que de les brader maintenant, alors qu'on ne sait pas le temps que ça va durer, je trouve ça que c'est vraiment suicidaire pour les intérêts économiques français. Oui, c'est-à-dire, en fait, on ne raisonne plus, on a l'impression, c'est l'émotion du moment, et on comprend qu'il y ait cette émotion. Enfin, comme vous dites, il y a ce problème de l'intérêt. Restez avec nous, Philippe Herlin, on fait une toute petite pause et on continue. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Philippe Herlin, économiste au CNAM, nous décryptons effectivement ce qui se passe actuellement et sur le plan des monnaies. En général, mondial, on en a parlé. Effectivement, ça risque de provoquer un véritable tsunami dans les mois et les années qui viennent. Et les entreprises françaises, effectivement, auxquelles on demande d'arrêter très très vite justement leurs activités. Mais enfin, peuvent-ils arrêter très vite leurs activités? On voit très bien les milliards qui sont engagés dans les investissements de Renault, de Auchan, de Leroy Merlin, de tous les autres. Alors effectivement, la machine de guerre russe fonctionne aussi grâce à cela. Mais ce qui est totalement étonnant, Philippe Herlin, c'est quand on voit les chiffres, par exemple, pour revenir juste les flux des entreprises européennes, selon le Centre for Research on Energy and Clean Air, la CREA,
le montant des flux entre le Kremlin et l'Europe depuis l'invasion de l'Ukraine, je dis bien depuis l'invasion de l'Ukraine, s'élève à 16,8 milliards d'euros par mois. 16,8 milliards d'euros par mois, 10,6 pour le gaz, 5,77 pour le pétrole et 438 millions d'euros pour le charbon. Et je termine, l'Europe a acheté depuis le début du conflit près de 17 milliards d'euros de gaz et de pétrole russe. Et comme vous dites, pour l'Allemagne et l'autre, ça ne va pas s'arrêter de sitôt, ça. Oui, justement, il faut bien donner ces chiffres, parce que ça montre bien que ce qui finance l'effort de guerre, ce sont les achats de gaz. Ouais. Fait l'Allemagne, parce que ça, c'est de l'argent qui tombe directement dans les caisses de l'État. Alors que les entreprises françaises, je veux dire, Leroy Merlin, ils ne participent pas à l'effort de guerre, hein, c'est le bricolage. Et puis, les usines Lada, ils fabriquent des voitures particulières. Si les usines Lada fabriquaient des véhicules militaires, on pourrait effectivement se poser la question. Mais non, c'est des Lada, c'est des voitures particulières. Donc ça ne participe pas du tout directement à l'effort de guerre. Donc c'est plutôt vers l'Allemagne qu'il faut se tourner, vers des groupes de distribution qui elles, ne concourent aucunement à l'effort de guerre. Et ce qui est extraordinaire, Philippe Herrlin, c'est qu'on parle du matin au soir et du soir au matin, aussi bien le président que tout le monde, de enfin, face à l'Ukraine, l'Europe s'est retrouvée, reconstituée. On entend ça chez certains éditorialistes, chez les politiques, chez les médiatiques. Et en fait, ce que vous dites et ce qu'on constate, c'est que l'Europe, l'axe franco-allemand, franchement, là, on peut dire qu'il marche en divergence, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Oui, complètement. On voit bien que l'Allemagne fait avancer ses intérêts économiques avant ceux de la France, quoi. Voilà. Et la France est dans une position qui est surtout idéologique, voilà, mais qui va contribuer à, si ces décisions sont mises en œuvre d'arrêter les relations économiques avec la Russie, ça va affaiblir les entreprises françaises. Oui. Voilà. Et encore une fois, je répète, nous sommes au début de la guerre. Il y a des pourparlers de paix. Il faut espérer que la guerre s'arrête au plus vite. Et voilà, qu'on se pose cette question dans 6 mois, je veux bien, mais qu'on se la pose maintenant, vous avez tout à fait alors raison. Que la guerre va peut-être s'arrêter dans quelques semaines. Et voilà, il est urgent d'attendre, de voir ce qui va se passer. Ah, encore faut-il que les gens comprennent qu'ils fassent un peu de politique et qu'ils ne fassent pas uniquement sur le nez sur le guidon, au hasard de l'émotion et au doigt mouillé. Merci Philippe Herrlin, on reparlera de tout ça, en tout cas on va suivre tout ça.